les instituts de sondage. Ce sont des organismes qui ont pour noble intention de vouloir mettre en place des outils pour évaluer l'opinion générale d'une population sur un sujet donné. Alors, les sondages d'opinion, ils n'ont jamais été autant utilisés par les médias qu'aujourd'hui, et ils font partie de notre vie courante. Pourtant, j'ai l'impression qu'on entend souvent des phrases comme les sondages, c'est nul, c'est truqué, et même parfois, ça truque les élections. Alors, vous, personnellement, vous êtes pour ou contre les sondages? Ok, on arrête tout de suite. Ce que je vous propose d'abord, ce serait de vous présenter un exemple précis. Ça nous permettra d'avoir des arguments pour répondre, et on se reposera cette question à la fin. En janvier dernier, j'ai été interpellé par un article du Figaro qui était intitulé Retraite. Après le retrait de l'âge pivot, les Français réclament la fin de la grève. Sondage, selon notre enquête Odoxa Densu Consulting, seuls les sympathisants insoumis et RN se distinguent du reste du pays. Bon, avec ce titre de presse, mon impression c'est que clairement, les Français en ont marre et donc que les grévistes, ils exagèrent. Alors ça m'interpelle particulièrement parce qu'à ce moment-là, je fais partie de ce mouvement de grève et je me demande si c'est bien représentatif des Français. Du coup, après avoir lu ça, je me demande si, à partir de cet article de presse, je peux remonter à la source, le sondage en question, et voir si, en effet, les Français veulent l'arrêt de la grève, ou au moins la majorité d'entre eux, parce que, soyons d'accord, les sympathisants insoumis et RN, ce sont aussi des Français, n'en déplaise au Figaro. Pour être clair, la question que j'essaie de me poser est la suivante. Est-il vrai qu'une majorité de Français souhaite la fin de la grève liée à la réforme des retraites ce 16 janvier 2020? Pour y répondre, je dois d'abord m'intéresser à la véritable question de fond qu'on va se poser. Comment évaluer la fiabilité d'un sondage? Pour ce faire, il faut tout d'abord être capable de remonter à la source. Le but de cette vidéo, c'est donc de prendre un exemple parlant pour étudier de manière plus générale les sondages et leur fiabilité. On va aussi essayer de donner des méthodes à tous ceux qui veulent vérifier des sondages par eux-mêmes. Alors, je n'ai pas l'intention de tout dire sur les problèmes de méthode des sondeurs. D'ailleurs, il y a d'autres vidéos et ouvrages qui le font très bien à ma place. Je vous conseille d'aller voir les sources en dessous de la vidéo pour plus de renseignements. On peut quand même en citer quelques-uns en vrac. Alors, déjà, la méthode scientifique qui est mise en avant par les sondeurs dans une grille, elle est très discutable. Il y a une vidéo du journal Le Monde qui le montre très bien. Ensuite, les panels interrogés, ils sont majoritairement des groupes de seulement 1000 personnes, ce qui n'est pas énorme, et surtout, ils sont souvent interrogés sur Internet contre rétribution, ce qui est clairement un biais de sélection en soi. Toutes les populations, par exemple, n'ont pas le même accès à l'informatique en fonction de l'âge, de la classe ou du lieu. Et puis, on peut se poser des questions sur les motivations des sondés quand ils sont payés. Est-ce qu'ils auraient répondu aussi spontanément sans rétribution? Peut-être, peut-être pas, mais ce n'est pas exactement la même chose que de faire des démarchages téléphoniques aléatoires, ce qui comporte d'ailleurs aussi ses propres biais. Enfin, poser une question à quelqu'un à un moment précis, sans lui laisser du temps pour réfléchir et se documenter, eh bien, est-ce que c'est vraiment une bonne méthode pour obtenir de lui une réponse construite et réfléchie sur un sujet? Spoiler alerte, pas vraiment. Bon, les problèmes de méthode sur les sondages, ils sont extrêmement nombreux, c'est une évidence, et c'est beaucoup documenté par des recherches. Donc, parenthèse close, revenons aux fameuses sources que l'on va étudier. La première chose qu'on va devoir faire pour étudier notre exemple, c'est d'abord dresser un portrait un peu plus général des instituts de sondage en France. En France, ce sont les médias qui commandent des études d'opinion aux instituts de sondage. Les plus connus, ce sont TNS Sofres, Ipsos, BVA et IFOP, et puis récemment Odoxa qui commence de plus en plus à prendre de l'ampleur. Ils ont plus ou moins les mêmes méthodes de calcul et de publication de leurs résultats, donc on peut les étudier globalement. Alors, ils sont plutôt marqués à droite dans l'échiquier politique si on regarde leurs représentants. Par exemple, IFOP, qui a été extrêmement sollicité lors des dernières élections présidentielles,
a été longtemps dirigé par Laurence Parisot, qui est l'ex-président du MEDEF. On retrouve Vincent Bolloré dans les actionnaires de BVA. Et Ipsos, c'est dirigé par Didier Truchot, qui fait partie des plus grandes fortunes de France. Enfin, le principal actionnaire de Doxa, qui est l'exemple qui nous intéresse, eh bien c'est Bernard Arnault, qui est le patron du groupe LVMH et un proche d'Emmanuel Macron. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont toujours orientés dans leurs sondages, mais cela montre quand même les relations de proximité qu'il peut y avoir entre libéralisme et instituts de sondage. D'ailleurs, les pouvoirs de droite sont plus demandeurs de sondages que les pouvoirs de gauche, en moyenne. On peut le voir par exemple avec l'affaire des sondages de l'Élysée qui avait secoué le mandat de Nicolas Sarkozy. Enfin, les sondages, ce sont un marché florissant et enrichissant pour les entreprises qui les pratiquent. Il y a un chiffre d'affaires énorme à la clé. Par exemple, Ipsos a un chiffre d'affaires de plus de 100 millions sur l'année 2018. Leurs plus gros revenus viennent d'ailleurs des études de marketing privées plutôt que des études d'opinion qui sont commandées par la presse. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de dire c'est de droite, donc c'est mal. Je relève juste les relations de proximité qui existent entre des penseurs de droite et ces instituts. Bon, maintenant qu'on a dressé un portrait assez général des instituts de sondage, on va pouvoir se plonger plus profondément dans notre exemple, et donc dans un deuxième temps, on va s'intéresser à la question de retrouver les données des sondages et donc de remonter à la source. Derrière chaque sondage qui est cité dans la presse, il y a un document qui est publié par l'institut qui l'a réalisé. Ce document, il est publié pour que tout le monde puisse avoir accès aux informations du sondage. D'ailleurs, ça a été inscrit dans une loi depuis 2016 et les instituts sont obligés de publier ces données. Alors, ce document, il est fait principalement en direction des journalistes, pour qu'ils puissent le reproduire dans la presse. Si on reprend le fameux sondage Odoxa qu'on avait présenté en début de vidéo et qui a été utilisé par le Figaro, vous pouvez voir à l'écran à quoi ressemblent ces documents qui sont tous faits de la même manière. Alors, en premier lieu, en en-tête, on retrouve toujours les conclusions qui ont été rédigées par l'Institut lui-même sur son sondage. Ces conclusions, elles résument les tendances principales qui ont été observées par les sondeurs parmi les réponses aux questions posées. Ensuite, de manière plus détaillée, comme vous pouvez le voir, on peut retrouver des graphiques, des chiffres, ainsi que des infographies qui montrent des données beaucoup plus précises. C'est justement cette partie qui va être particulièrement intéressante pour nous, car c'est la plus détaillée justement. Cependant, il faut quand même noter qu'en aucun cas, les données brutes ne sont publiées par ces instituts. C'est même au contraire un secret qu'ils gardent précieusement et qui rend leurs pratiques opaques et leurs chiffres discutables scientifiquement. Bon, vous l'avez compris, c'est finalement assez facile de remonter à la source d'un sondage. Il suffit de faire une recherche sur le site de l'institut du sondage concerné, ou alors tout simplement sur un moteur de recherche. Alors, maintenant qu'on a compris comment remonter à la source, ce qui va nous intéresser, c'est d'étudier plus particulièrement notre exemple, et puis surtout s'intéresser à la formulation des questions par les sondeurs. Alors, dans notre exemple du sondage Odoxa du 16 janvier, une des questions qui est posée aux sondés interrogés sur Internet, c'est d'ailleurs celle qui donne le titre de l'article du Figaro et qui est mise en avant dans la conclusion du sondage, c'est: souhaitez-vous que le mouvement de grève contre la réforme des retraites s'arrête ou se poursuive? Alors cette question, elle est extrêmement floue quand on y pense. En effet, les sympathisants comme les opposants peuvent vouloir que la grève s'arrête, mais pour des raisons exactement opposées pourtant. Bon, in fine, tout le monde même veut que la grève s'arrête. C'est épuisant d'en faire une. Et je sais de quoi je parle. Donc sans analyse plus fine, le chiffre de 57% des Français qui veulent que la grève s'arrête, qu'on peut voir à l'écran, il n'est pas du tout révélateur de quelque chose. Contrairement au ton du titre de l'article du Figaro, qui le relie, lui, aux décisions du gouvernement. On peut donc dire que cette question, à la base, elle est déjà extrêmement biaisée. Je vous propose un petit exercice maison maintenant. Quelle question auriez-vous pu poser aux Français ce 16 janvier 2020 pour connaître leur opinion sur la grève? Si vous désirez réfléchir, mettez sur pause. On ne le répétera jamais assez, pour répondre à une question, il faut du temps. Sinon, la réponse, eh bien, elle est souvent irréfléchie. Alors,
je vous propose maintenant quelques petits exemples de questions qui auraient pu être posées à la place de celles de Doxa. Premier exemple, sachant que la retraite de certains secteurs, dont celui dont vous faites peut-être partie, peut diminuer de plusieurs centaines d'euros par mois. Êtes-vous pour ou contre le maintien de la grève? Bon, allez, un deuxième pour l'exemple. Sachant que le gouvernement collabore et discute sur les retraites avec le plus grand gestionnaire d'actifs financiers au monde, BlackRock, gestionnaire d'actifs qui est en lien avec des entreprises qui font de l'armement, de la déforestation, de l'extraction de pétrole, etc. Êtes-vous pour que la France s'ouvre à ce genre de modèle et potentiellement à cette entreprise, dont le directeur de la branche française a été sacré chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier 2020? Ces deux questions, selon moi, elles invitent bien plus à la réflexion que celles du sondage Odoxa, mais elles sont bien sûr elles-mêmes orientées. Bien sûr, poser une question, c'est faire des choix, et il est presque impossible de trouver des formulations totalement objectives. En tout cas, on peut dire qu'il est impossible d'avoir des conclusions satisfaisantes sur la vie des Français avec des questions mal formulées. Avant de poser une question, il faudrait peut-être d'abord juger de la pertinence de cette question. Nous avons vu les conclusions générales de Doxa sur cette question de l'arrêt de la grève. Mais si on se penche sur le détail maintenant et qu'on regarde ce que les différents groupes politiques ont répondu, comme il nous l'est proposé dans le compte-rendu du sondage, le problème reste le même. Sans expliquer leur motivation, on ne peut pas savoir pourquoi les sondés veulent ou non que la grève s'arrête. De plus, la manière dont le panel politique est fait par les sondeurs est très discutable. Les sondés répondent juste en amont à la question «Pour qui avez-vous voté aux dernières élections?» Et ils sont automatiquement classés dans un camp. Vous êtes LFI, vous êtes FN, vous êtes LREM, comme si cela définissait réellement quelqu'un. Alors qu'on sait bien que les avis peuvent changer et qu'on ne vote pas toujours pour un parti en fonction de ses idées, ou parfois pour d'autres raisons. Par exemple, un vote stratégique lié au mode de scrutin. Bon, je vous renvoie à l'excellente vidéo de Science étonnante sur le sujet qui est donnée dans les sources. Alors, plutôt qu'une répartition par parti politique, on aurait pu imaginer d'autres méthodes qui auraient pu apporter un éclairage neuf sur la question posée pour classer les sondés. Par exemple, avant le sondage, on aurait pu imaginer un genre de questionnaire pour évaluer le niveau des connaissances des sondés sur le sujet. On aurait alors pu savoir si ceux qui se renseignent sur le sujet de manière approfondie pensent comme ceux qui ne recherchent pas beaucoup d'informations, par exemple. Le moment du sondage, ça aurait aussi pu être l'occasion privilégiée de donner aux sondés une documentation informative sur le sujet des retraites pour qu'ils puissent construire une opinion réfléchie, justement. Sans ça, c'est comme si un maître demandait à ses élèves de répondre à une question évaluative sans avoir fait de cours avant dessus. Bien sûr, certains élèves sauraient déjà la réponse, d'autres un tout petit peu, et la plupart peut-être pas du tout. Alors, bien sûr, si on avait fait cette méthode, cela demanderait de revoir notre façon de concevoir le sondage. Mais est-ce que ce n'est pas justement la volonté initiale des sondages que de vouloir informer? Aujourd'hui, les sondages se multiplient, et ce mélange de questions mal formulées et de réponses non documentées, je trouve que ça les rend souvent totalement inutiles. Alors, maintenant que l'on a compris comment les questions étaient posées, on va pouvoir s'intéresser directement aux réponses des sondés. Parce qu'il faut bien comprendre que ces instituts, eh bien, ils ont eux-mêmes des opinions et des conclusions qu'ils écrivent dans leurs sondages. Et donc, dans un dernier temps, ce qui va nous intéresser, c'est l'interprétation des résultats qui ont été récoltés par les instituts, mais également par les médias, pour revenir à notre article du Figaro. Avec tous les défauts des sondages qui ont été cités au cours de cette vidéo, on aurait pu croire qu'ils étaient tout simplement inexploitables. Mais les médias qui les commandent ne se privent pas de les exploiter malgré tout. Dans notre cas, même si la question n'était pas pertinente, les conclusions sont détournées et exploitées fallacieusement par le Figaro, sans aucune remise en question de la méthodologie utilisée par l'institut de sondage. Et ce, afin de servir la ligne politique du journal et de ses lecteurs. C'est véritablement un cas d'école. L'exemple que j'ai traité dans cette vidéo, eh bien, il est représentatif des différentes fois où je suis remonté à la source d'un sondage. En continuant de fouiller le PDF,
Une statistique que je n'avais pas vue tout de suite finit de m'énerver. On peut lire que finalement, selon Odoxa, 66% des sondés trouvent le mouvement de grève justifié. Vous vous rendez compte? Cette information, elle est pourtant très peu mise en avant dans les conclusions d'Odoxa, et elle est même totalement absente du titre du Figaro. Elle est présente seulement plus loin, en plus petit, dans le corps de l'article. Pourtant, cette fois-ci, la question posée, est-ce que la grève est justifiée selon vous? Eh bien, elle est beaucoup moins ambiguë que la précédente que nous avions analysée. Le Figaro aurait très bien pu titrer, en se basant sur le même sondage, un titre complètement opposé. Par exemple, malgré les annonces d'Édouard Philippe concernant l'âge pivot, une majorité de Français soutient les grévistes. Cela aurait clairement donné un ton très différent à l'article. Mais la rédaction du journal a fait le choix de prendre l'autre chiffre, celui du nombre de gens voulant la fin de la grève, un chiffre qui est plus évasif et dont l'interprétation, plus libre, peut permettre de flatter leur idéologie politique. Ils sont de toute évidence pour cette réforme de retraite. Alors certes, dans l'article, le journaliste du Figaro parle bien de ces 66% qui sont favorables. Mais à cause de l'effet titre, bien connu des journalistes, cette information passe au second plan, ce qui donne l'impression que les sondés sont contre la grève, alors que c'est exactement l'inverse justement. Si on se penche sur le détail des graphiques publiés dans ce sondage, on peut aussi percevoir une manipulation en regardant les données. À cette page-ci, sur la question de l'arrêt de la grève, il est mentionné, en rouge en plus, que 66% des Parisiens, par rapport à 57% des Français, veulent que le mouvement de grève s'arrête. Ensuite, quand il s'agit de la question sur le soutien aux grévistes, c'est encore le chiffre qui dessert les grévistes qui est grossi par ce chiffre en rouge des Parisiens. 44% des Parisiens trouvent que le mouvement de grève est injustifié contre 34% de l'ensemble des Français. L'institut de sondage a donc choisi une catégorie de population dont ils sont proches, les Parisiens, et qu'ils mettent en avant dans les chiffres seulement quand ça les arrange, c'est-à-dire quand cela va dans le sens de leur propre mouvance politique ou de celle de leurs clients. Et cela pour plomber les soutiens aux grévistes. Par exemple, dans la première question du sondage, eh bien, on ne parle pas des Parisiens parce que cela ne change pas les chiffres finaux. Odoxa montre, consciemment ou non, sa proximité avec les gens opposés au mouvement de grève. Ils utilisent même des procédés de présentation des données qui leur permettent de rendre les opposants au mouvement de grève, et donc les opposants à la réforme elle-même, beaucoup plus importants qu'ils ne sont en réalité. En effet, Odoxa aurait pu, au contraire, insister pour montrer que la grande majorité des habitants de la province soutient les grévistes, par exemple. Mais non, c'est le chiffre des Parisiens qui est cité. Cette orientation, ce biais, il se retrouve jusqu'au résumé du sondage fait par l'Institut lui-même, qui met lui aussi en avant des chiffres qui désavantagent les grévistes et leur soutien. On peut très bien le voir ici, dans l'entête du document, qui a d'ailleurs été peut-être la seule partie réellement lue par de nombreux journalistes, avec cette formulation. Après ce retrait de l'âge pivot, 57% des Français souhaitent l'arrêt du mouvement de grève, même s'ils estiment toujours que ce dernier est ou était justifié à 66% dans son principe. On le voit bien, l'information qui dessert les grévistes, elle est donnée en premier. Juste au-dessus, les éléments de langage gouvernementaux sur le retrait de l'âge pivot sont utilisés comme tels par l'Institut, alors qu'il a été démontré depuis que l'âge pivot n'a pas été retiré du tout du projet de loi en janvier 2020. Cela donne une orientation explicite à l'ensemble du sondage. Pour Odoxa, la conclusion, c'est bien que les Français semblent opposés aux grévistes, alors que justement, leurs chiffres montrent l'inverse. Alors, que conclure de tout ça? Ici, en remontant à la source, on peut bien voir que les questions posées aux sondés étaient mal formulées, que les réponses étaient non documentées et que les conclusions ont été détournées pour servir des intérêts et des idéaux préconçus. Les instituts de sondage donnent du travail prémâché aux journalistes, qui eux-mêmes déforment parfois encore plus la question de départ et les réponses, ce qui donne souvent des sondages dont la conclusion est plus que questionnable. En fouillant dans un sondage et en remontant à sa source, il est donc bien possible d'évaluer sa crédibilité, tout en gardant en tête que de toute façon, leurs méthodes de confection ne sont pas vraiment aussi rigoureuses que ce que les médias ou les instituts eux-mêmes pourraient chercher à nous faire croire. Elles tiennent plus souvent du bricolage
avec des manipulations plus ou moins grossières des questions comme des réponses. Bien éloignée de la méthode scientifique, elle dissimule surtout des idéologies derrière des chiffres et des graphiques, afin de paraître objectif aux yeux de ceux qui ne prendraient pas le temps de les questionner. N'oublions pas cependant que si on estime que les méthodes des instituts sont inacceptables, il faut faire attention à ne pas se contenter de rejeter les méthodes des sondages que lorsqu'ils sont défavorables à nos idées et de ne les accepter que lorsque les résultats nous plaisent. Il faut les rejeter de manière systématique, contrairement à ce que peuvent faire certains. Bon, voilà maintenant le temps de la fin de cette vidéo. On a pris le temps, on a étudié des documents, cherché des arguments, mis de la nuance. Après tout ce temps de réflexion, voilà, à mon avis, le bon moment pour vous de répondre à notre question initiale. Que pensez-vous des sondages? Êtes-vous plutôt pour ou contre leur utilisation? Peut-on faire une confiance aveugle en ces instituts et aux médias qui les utilisent comme source? Peut-on imaginer des façons plus pertinentes de les effectuer? N'hésitez vraiment pas à répondre en commentaire et à rajouter vos savoirs et vos exemples à vous. Et surtout, à bientôt.